C'est quoi le système d'intermédiaire? Donc, c'est-à-dire que je suis un office du tourisme, je sais pas, du Pérou. Comment est-ce que je te trouve? Parce que je suppose que le gars de l'office du tourisme au Pérou, il parle pas français. C'est quoi le système? C'est quoi le circuit par lequel les gens arrivent vers toi? Très simple, les gros offices de tourisme mondiaux ont des bureaux dans chacun des gros pôles de tourisme. Donc les Français sont un pôle et une manne touristique assez importante pour pas mal de destinations, donc ils vont avoir leur bureau propre. Les plus petits offices de tourisme qui ont, on va dire en France, la France est moins stratégique, vont avoir ce qu'on appelle des bureaux de représentation. Un bureau de représentation, c'est un bureau qui va avoir des employés qui vont représenter plusieurs offices de tourisme. Voilà. Donc ça peut être, je sais pas, le Panama, l'Islande et autres, mais qui vont pas être la structure étatique du pays, qui est normalement qui est le cas. Ok. Dans les deux cas, leur activité a évolué, c'est-à-dire qu'avant, il y avait une personne qui était en charge des RP, donc des relations presse. Parce que des offices de tourisme, leur gros sujet pour avoir, leur gros levier média pour avoir de la visibilité, c'était les journalistes. D'avoir des articles, d'avoir des sujets, d'avoir des interviews, d'avoir tout ça. Donc, et puis je peux t'assurer qu'il fallait les mettre bien. Et c'est pour ça qu'avec les influenceurs, ils avaient gardé ce mécanisme pendant des années d'un journaliste, qu'un journaliste qui passe pas un bon moment pendant son séjour, putain mais tu te chies dessus parce qu'entre guillemets tu te dis il va me pondre un truc, il va me descendre. Donc les influenceurs, encore une fois, à la base, un influenceur voyage, c'est quand même un voyageur. Donc il aime voyager, il aime changer, il aime se mettre un peu dans des situations un peu difficiles, c'est toujours marrant. Mais il prenait soin de toi comme si un petit bébé de journaliste. Donc c'était marrant. Donc tu vas avoir ça, et ça a glissé sur le fait qu'il y avait des personnes qui étaient en relation un peu spécialisées sur RP, influence. Donc tu repères les profils. Il n'y a pas 50 personnes en France je dirais qu'il y a une petite dizaine de personnes qui vivent bien correctement de l'influence voyage en France. Donc ces mecs-là, tu les repères vite. Ces mecs et ces filles, hein, il y a beaucoup de filles d'ailleurs. C'est très féminin et tant mieux. Donc c'est un côté en fait où c'est comme dans n'importe quel secteur, dans l'automobile, dans les finances. Finalement, tu as l'impression que c'est immense, mais c'est tout petit. Tout le monde le sait. Et à partir du moment où tu as fait une première mission, que ça s'est bien passé, que tu as fait du bon boulot, que tu as eu des bons résultats, que tu es quelqu'un de bien, moi, depuis les deux premières missions, mon téléphone entre guillemets, s'est jamais arrêté de sonner. J'ai jamais eu à démarcher pendant 7 ans une seule fois pour avoir un contrat en fait. Donc c'est un vrai luxe, mais je pense que c'est comme ça que ça se passe. Et on est toujours venu me voir. Donc, il faut rentrer dans un circuit, il y a un certain nombre de personnes qui sont des points de décision. C'est pas un énorme milieu, les gens se connaissent plus ou moins et savent qui t'es. Et donc, du coup, ils vont avoir une demande et vont dire, bah, tiens, ça, c'est pour Alex. Je pense qu'il y a un truc hors sentier battu, je vais lui envoyer ça. Et en fait, ils font la plaque tournante et toi, t'attends de voir ce qui arrive, quoi. Exactement. Et ça dépend. Ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, le principe de passer par un influenceur, peu importe sa thématique, c'est d'accepter que ta marque ou ta destination soit vue à travers le prisme et l'univers et la personnalité de cet influenceur ou de cette influenceuse. Donc si tu es une desti qui veut se donner un côté un peu quali, un côté très inspirant, un côté haut de gamme, tu sais, dans le côté un peu léché, très, très dans le visuel, c'est peut-être pas moi que tu vas aller voir. Tu vas aller voir quelqu'un qui fait des magnifiques photos, qui va être très dans le côté magazine, dans le côté poster, dans le côté haut de gamme. Et inversement, si tu veux voir quelqu'un qui va être très drôle, relax dans la rencontre, c'est peut-être plus moi que tu vas venir voir. Et comme tu dis, c'est ça en fait. Ça dépend de tes objectifs de com et ça va correspondre à un influenceur. Mais tu peux le voir différemment. Si j'ai bossé avec Alex cette année, l'année prochaine, je vais peut-être bosser avec quelqu'un d'autre. On va varier aussi le discours et ça va être intéressant d'enrichir les différentes façons que ta destination soit vue. Cette année, l'année dernière, c'était de façon un peu sympa, tu vois, un peu immersive. Cette année, ça va être très photo, très visuel. L'année prochaine, ce sera peut-être plus un côté reportage, tu vois. D'autres, ça va être plus le côté famille. Donc, il y a aussi ça, en fait, qui peut être très intéressant. C'est que tu as bossé avec un influenceur une année. En fait, tu as fait peut-être le boulot de démarchage et d'essuyage de plate pour tes potes influenceurs l'année d'après. Tu vois, moi, j'ai toujours vu ça comme ça, même si je trouve ça dommage que beaucoup se voient comme des concurrents. Genre, merde, il y a eu ce contrat. T'inquiète, l'année prochaine, si je l'ai fait, c'est toi qui l'auras peut-être. Tu vois, pour moi, j'ai toujours vu comme ça. C'est quoi le niveau de contrôle que le client, dans ce cas-là, a sur la vidéo que tu vas faire? Est-ce que tu as déjà eu des situations où tu avais un peu de pushback sur ce que tu avais montré, sur ce que tu avais fait, ou pas?
Alors, c'est ça qui est extraordinaire. Quand j'ai commencé à bosser avec mon pote vidéaste Loris Monteux, que je salue, parce qu'on avait commencé à faire un nouveau type de vidéo avec lui, je faisais des vlogs, moi, très immersifs, et face cam, et je me dis, putain, mais si on peut rajouter de la cinématique, des belles images, qui n'est pas mon métier, tu vois, c'est pas mon ADN, ça serait charmé, tu vois, d'alterner ça. Et lui, il vient du coup du monde de la prod, donc du monde un peu de l'institutionnel, où en gros, faut que tu te démerdes d'avoir en image ce que le mec au marketing, tu vois, il a un peu pris, là, il a une super idée, tu vois, ça va être top. T'as des V12, tu vois, dans tes vidéos. Ouais. Moi, je dis, écoute, le principe de l'influence, c'est que c'est ça, c'est que t'interprètes à ta façon la vidéo, la desti. Donc, il y a très peu de retours. Et on avait quasiment jamais de retours. Et honnêtement, les retours que j'avais, c'était pertinent. C'était peut-être un cut qui était mal positionné ou retirer une image qui fait pas de sens, ou peut-être que pour une raison politique, il y avait un truc qu'on peut pas montrer cette image, ou parce que c'était un faux pas de ma part, parce que j'avais pas toutes les infos. Ça... Quand tu dis des raisons politiques, c'est par rapport au gouvernement du pays ou par rapport au fonctionnement institutionnel? Non, c'est politiquement correct. Politiquement correct, okay. Qu'on doit faire attention de froisser personne. Moi, j'ai un petit côté un peu incisif. Ils disent non, on veut pas froisser personne. Attention à cette blague-là. Nous, on est inclusif, on n'est pas exclusif. Vu que c'est une valeur que j'aime beaucoup, il y avait aucun moment, tu vois, où je me dis bah non. Ça a pu peut-être m'arriver d'insister de mettre des choses parce que, enfin c'est ça. Il y a peut-être des fois où, je sais plus avec qui, putain, où on m'a dit ouais, ça serait peut-être bien de retirer cette blague ou ce côté négatif, tu vois. Je fais non les gars, je le retirerai pas. Je sais parce que si vous voulez que les gens accrochent sur ce que je dis et qu'il y ait encore plus de sens, c'est la réalité. Et la réalité, il y a toujours des points positifs, mais il y a des points négatifs. Et souvent, je le présentais un point qui est pas forcément négatif, mais qui est la réalité et qui fera que mettre en valeur encore plus les côtés positifs. Et je refusais. Je disais non, je suis désolé, je retirerai pas. Ça fait pas de sens. Je dévalorise pas le truc, je ne mens pas surtout. Je ne fais que dire quelque chose qui est un petit peu quelque chose qui peut être marrant, qui peut être cocasse, mais tu sais, sur ce côté un peu institutionnel, un peu léché, eux ils sont pas là pour ça. Tu vois, faut froisser personne, on peut pas se mettre en porte-à-faux soi-même. Mais c'est l'avantage de l'influence. Tu déportes ton discours sur quelqu'un d'autre. Et le discours de quelqu'un d'autre, c'est pas le tien, c'est son avis, c'est son positionnement. Donc ça a pu m'arriver quelquefois assez rarement qu'on me demande de retirer des choses qui, à leurs yeux, paraissaient négatives, mais que j'ai refusé. Ok. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.